Where are my buffaloes? Bonjour et bienvenue dans Des Molles et Débats. Comme tous les dimanches, on revient sur votre samedi rugby. L'aventure Top 14 continue et tous les dimanches, on vous la décrypte. Et pour en parler avec moi ce dimanche, on retrouve Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Ouais, salut Baptiste. Et il fait son grand retour dans l'émission. Je suis sûr qu'il vous a manqué. C'est Nicolas Zanardi. Salut Nico. Oh là, tu me fais trop d'honneur. Salut tout le monde, bonne année. Meilleur vœu encore, c'est la période. Alors, on va rapidement revenir sur les rencontres de ce samedi. Alors, un petit tour des résultats, comme ça vous les aurez en tête. Bordeaux s'est donc imposé logiquement face à un Bayonne Romagné 23-15. Clermont on s'est fait peur, mais a dominé Perpignan 31-20. On en parlera plus tard. Brive remporte une troisième victoire d'affilée, 26-17 face à Toulon. Et la section paloise s'est inclinée à domicile 12-21 face à Lyon. Le Stade français s'est logiquement imposé face au Castres Olympique 26-7. Et enfin, le rencontre de ce samedi soir où La Rochelle n'a fait qu'une bouchée de Toulouse 30-7. On va commencer par parler du seul résultat à l'extérieur, la seule victoire à l'extérieur. C'est le Loup qui s'est imposé à la section paloise, Nicolas. Et Ouais. c'est pas anodin parce qu'après Non. une défaite vraiment surprenante face à Brive la semaine dernière, ça a chauffé un peu cette semaine à Lyon. Ça a plus que chauffé. Et au final, avec le recul, je pense qu'ils en avaient besoin de cette grande claque parce que, bon, à domicile, ils avaient chuté une fois. C'était face à La Rochelle dans des proportions un peu particulières. Donc, il n'y avait pas de quoi tout remettre en question. Et depuis, le Loup enchaînait les matchs à la maison où il gagnait sans vraiment convaincre, sans bonus offensif. Il y a eu cette victoire contre Toulouse qui a fait oublier pas mal de choses. Mhm. Mais malgré tout, ils étaient dans une espèce de ronron, ils s'en sortaient de peu, ils faisaient des matchs pas aboutis. Et cette défaite contre Brive a fait éclater au grand jour toutes les limites en fait de Lyon, notamment en termes de cohésion, tout simplement de cohésion d'équipe, qui va éclater un petit peu au grand jour lors d'une conférence de presse d'après-match un peu particulière et qui a suscité par contre une vraie explication. Voilà, dès le lundi, les Lyonnais se sont retrouvés, se sont dit les choses, comme on dit, mais ils se le sont dit vraiment très fort. Même le président Roubert, qui est d'ordinaire quelqu'un de très calme, de très courtois, a réuni son staff pour les mettre devant leurs responsabilités aussi. Ça a été une semaine particulièrement compliquée. Je me souviens avoir titré dans le middle de vendredi une claque et le déclic point d'interrogation. Eh ben, il a peut-être eu lieu. Il a peut-être eu lieu parce qu'ils sont allés à Pau avec peut-être moins d'ambition dans le jeu que d'habitude, avec l'idée surtout d'être bon dans l'engagement, bon en défense et de jouer quelques contre-attaques, de jouer les bons ballons. Et ça leur a souri, puisqu'en plus, ils s'imposent avec le bonus offensif. C'est Ça les ça. replace complètement, au moins dans le ventre mou, et puis à la poursuite d'une place qualificative. Et ils en avaient besoin. Voilà, alors reste à savoir maintenant comment ils vont digérer cette victoire. C'est dommage de ne pas pouvoir enchaîner sur le top 14 derrière. Ouais. Il va y avoir cette Coupe d'Europe qui va permettre peut-être aussi de régénérer, de récupérer encore quelques joueurs, mais voilà, le Loup s'est remis dedans. Est-ce qu'on peut parler de déclic? C'est peut-être un peu tôt. Il faudra voir comment ça enchaîne. Mais en tout cas, ils en avaient vraiment besoin. Et ils se sont évités clairement peut-être une petite crise en allant gagner sur la pelouse du Hameau. Parce qu'on rappelle en plus pour les 2 prochaines semaines de Coupe d'Europe qui arrivent, c'est pas très drôle pour Lyon, hein. C'est Non, réception des Bulls et déplacement au Saracens. oui, il y a plus simple. Il y a plus confortable comme calendrier. Il y a Juste plus pour simple. rester avec toi 2 secondes, Nicolas, puisque tu les connais bien, ces Lyonnais. On en parlait en début de saison, je me souviens dans les previews, où tu m'avais dit peut-être que le plus dur pour les Lyonnais, ça sera de passer ce début de saison où il y aura beaucoup de cadres absents. Ça y est, ça commence à revenir, les Bamba, les Ça va Tuisova. revenir. Bamba, Tuisova, oui. Et puis quand on voit que quand ils amènent une plus-value, c'est évident. Hein, les bons joueurs apportent toujours forcément quelque chose. Il y a Couillou qui est absent quelques temps, qui va revenir dans quelques semaines, même si Jonathan Pellissier a fait un très bon match là, pour son retour à Pau. Voilà, il y avait la patte d'un nouveau manager à assimiler aussi, ça n'a pas été toujours facile. Cette équipe, elle est particulière parce qu'elle est capable de faire les choses les plus dures, les plus difficiles, les plus belles, même esthétiquement parlant sur un terrain, et de s'écrouler par moments sur des choses très simples, quoi. Et on a vu qu'à Pau, ils se sont appliqués à bien faire les choses simples d'abord, et après, ils ont le talent pour marquer des essais, faire le nécessaire. Ils l'ont fait, je pense qu'ils ont trouvé la bonne carburation, ou du moins ils ont mis le doigt sur ce qu'il fallait vraiment faire en top 14, à eux de continuer là-dessus. Voilà, donc pour les Lyonnais qui sont donc 7e de championnat ce dimanche matin, qui seront à 2 points de ce top 6 à la fin de cette journée. Pour parler de l'adversaire un peu, Vincent, la section paloise, en revanche, fait vraiment pas la bonne opération du week-end parce que derrière, ça se remet à gagner. On en parlera avec Brive notamment. Et par contre, la section paloise n'a plus que 2 points sur sa 13e place. C'est vraiment pas la bonne opération.
Ouais, on va dire au royaume de l'inconstance, Ouais. Pau, qui est le top 14, Pau est pas loin d'être le roi, Ouais. une équipe complètement, bon moi je les vois pas jouer tout le temps, mais une équipe quand même assez illisible dans ses prestations, capable d'aller gagner à La Rochelle et en même temps à domicile d'être on ne peut plus irrégulière. Je me souviens, hein, le Hameau était quand même, un stade où c'était dur d'aller gagner. Mhm. Le Loup est la troisième équipe à aller s'imposer là-bas. Bayonne avait été chercher le match nul, aurait pu très bien s'imposer. Ouais, là, je pense que là, la section a pris un gros coup sur le casque. En plus, voilà, cette défaite 3 essais à 0. Bon, alors, j'ai écouté un peu les déclarations. Sébastien Piccheroni disait qu'ils étaient finalement pas si loin dans le contenu, tout ça, qu'ils étaient à la bataille. Mais il fait vraiment mal, quoi. Voilà, voir Mhm. le Loup venir s'imposer avec le bonus. Toulon était venu gagner de 30 points aussi. Il y a vraiment un gros problème de constance à la section. Et la section qui était un peu entre deux, là, qui commençait Ouais. un peu à rêver allez, au moins disons, du top 10. Je pense qu'elle ferait bien de regarder dans le rétroviseur parce qu'il y a des brévistes qui remontent. Il y a Castres qui va rien lâcher, on les connaît. Donc voilà, méfiance sur la section, petite alerte. Ouais. Si Enfin, je peux me bonne permettre, Bien sûr. évidemment, oui. moi je trouve qu'en termes de constants, ils sont plutôt constants, mais dans le mauvais sens depuis quelques Oui, temps, dans le sens oui. où je crois qu'ils sont endormis sur leur laurier après leur victoire à La Rochelle. Je pense que Pau, c'est une équipe qui a besoin d'avoir peur, très peur Oui. pour surperformer ou du moins performer. Ils étaient plutôt confortables, ils se sont endormis et sans cette petite trouille, sans cette petite étincelle qui fait parfois se dépasser, ben, ils ont du mal à gagner à la maison, tout simplement. Alors peut-être que d'être de nouveau en difficulté va les rebooster, va leur faire trouver quelques petites ressources, mais voilà, ça donne le sentiment d'une équipe qui s'est un peu endormie en se disant bon allez c'est bon le maintien cette année ça va aller Oui. et puis voilà. C'est Ouais. c'est un C'est constat vrai que qu'on c'est une faisait équipe tous qui un peut peu. pas se Après 10 permettre de passer journées, à on côté disait complètement. la dernière place est réservée à Brive, la 13e à Perpignan. Oui, Voilà. complètement, Et mais on sait que le plus dur après une grosse victoire un peu surprenante, c'est de se relancer derrière et force est de constater qu'ils y sont pas tout à fait arrivés. Notre équipe C'est a le un moins qu'on vrai puisse dire. problème de maturité à ce niveau-là, c'est sûr. Bon donc, voilà, déplacement à Toulon la prochaine fois pour Pau, donc on verra s'ils ont Mmh. le caractère pour rebondir là-bas. mais ça fait donc 4 matchs sans victoire pour la section paloise en top 14. Il y a eu donc 7 défaites à domicile ce week-end face à Lyon et le nul à domicile face à Bayonne aussi, on s'en souvient avant les fêtes. Bon, voilà pour cette première thématique, donc l'enseignement sur ce match entre Pau et Lyon et les Lyonnais donc, qui se relancent. On va passer à la question qui fâche. On va mettre les pieds dans le plat tout simplement hein, parce qu'on a eu des inquiétudes hier. Je pense que le stade Michelin n'en emmenait pas large à l'heure de jeu. Nicolas, tu étais au stade, donc je vais te donner la parole. Même après, parce que ça Même se après, joue sur un oui. rebond à la 75e, hein, Ouais, ce match-là. Il a fallu C'est pas tourné autour du pot. il a Voilà, fallu les se dieux du rugby ont choisi complètement. Clermont. Les dieux du Exactement. rugby. La question, la voici tout simplement. Est-ce que Clermont joue le maintien cette saison, ce mastodonte du top 14 depuis le début du 21e siècle? Est-ce que ça y est, Ouais. ça a basculé? Est-ce que pour toi, Clermont doit regarder les rétros et jouer le maintien cette saison, hein, Nicolas? Ben, on peut raisonner par l'absurde. Est-ce que Clermont joue la qualification cette saison? En fonction des résultats de Montpellier, Montpellier Racing ce soir, il pourrait être à 6 points, voire plus, voire Alors, non, 7. il pourrait être à 6 points de la sixième place. Mhm. Ça paraît quand même compliqué. Donc, quand on joue plus la qualification, est-ce qu'on joue le maintien? Mieux vaut assurer. Voilà. Mieux vaut assurer. Et de toute façon, clairement, le match d'hier soir, opposait deux équipes qui luttaient. Enfin, c'était un match de niveau relégation, quoi. Alors, il y a plein d'absents dans le pack, hein, à Clermont, même derrière, des Moala, ça manque cruellement. Mais bon, on est ce qu'on est. Et là, clairement, c'était un match pour le maintien. Voilà, ils se sont soulagés dans cette optique-là hier, en l'emportant. C'est déjà bien, vu la semaine très compliquée qui venait de passer après le départ de Xavier Sadourny. Après, est-ce que ça suffit quand on est un club comme Clermont? Les supporters auront leur opinion sur la question. Je crois qu'il faut être pragmatique. Là, en ce moment, elle n'a pas le niveau pour lutter pour le top 6. Et à un moment donné, il faut être lucide et savoir ce qu'on joue. Voilà. Et je crois que le staff est assez lucide pour se poser les bonnes questions. Même si les joueurs ont l'ambition, hein, toujours de regarder au-dessus, je crois qu'à Oui, un moment donné, il forcément. ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se Ouais. tromper de combat, clairement.
Vincent, même si on se projette un peu à court, à moyen terme, les supporters clermontois peuvent être inquiets parce que les nouvelles qui arrivent en province du club, elles sont pour l'instant, ces dernières semaines, toutes mauvaises. Le départ de Penaud, le départ de le troisième Guéniturrier, je perds son nom, le Donc Poirier qui Savonnier a qui s'en annoncé va. aussi à La Rochelle, ouais. Ouais, voilà, Ah, enfin, moi, je sais pas. Bon, toutes les mauvaises qui arrivent sont mauvaises, on a l'impression, moi, à je ne Clermont pour dirais pas que l'avenir. toutes les nouvelles qui arrivent sont mauvaises, parce que sur le recrutement, il y a quand même des joueurs, entre guillemets, en Des tout cas sur le espoirs. Ouais. papier, d'assez haut niveau. Hein. Ouais, il y a du All Black, il y a du Wallaby qui arrive. Mohamed Awas, on connaît Mm. quand même son potentiel. Donc, non, on voit on voit qu'il y a de l'ambition. Après, c'est vrai que Clermont est vraiment dans une transition, on va dire. C'est une transition qui dure depuis, on a l'impression, depuis 1 an et demi, quoi. Et ils n'arrivent pas à basculer vraiment comment dire, à démarrer ce nouveau cycle. Ouais. Et c'est vrai que cette année a fait un peu, a fait vraiment un peu presque peur pour Clermont, parce qu'il y a pas un gros matelas par rapport au fond de classement. On a cette impression un peu, voilà, d'exode de tous les cadres. Donc, Ouais. je peux comprendre qu'il y a un peu de psychose à Clermont. Voilà, moi, je tendance à penser que c'est une fin de cycle et que l'année prochaine, il y aura un nouvel élan, il y aura de nouveaux joueurs. Mm. Voilà, année très difficile pour Clermont, mais j'ai l'impression que l'ambition, elle est quand même là, quoi. Ouais. Bah, Mais la vraie chose à laquelle ils peuvent se raccrocher aujourd'hui, clairement, c'est leur jeunesse. Parce qu'on reprochait à Clermont de plus trop profil. sortir de jeunes joueurs ces derniers temps. Là, Ouais. on voit que le petit Baptiste Jauneau, ça va être un très bon joueur de top 14, que le jeune Tisseron, même Qui s'il a marque un les essai épaules un décisif. peu fragiles, c'est très bon aussi. Ezeala qui est en train de se faire au poste de centre, Tibérien qui amène aussi quelque chose. Les jeunes de Clermont, clairement en plus, non seulement ils ont fait gagner leur équipe hier soir, mais ils sont en train de se construire dans le dur. Alors peut-être que ça peut être quand même un motif d'espoir pour l'avenir, cette jeunesse qui arrive. Le petit Guilly aussi qu'on a vu contre Toulouse, qui a été peut-être lancé un peu tôt, mais qui a montré de vraies qualités. À la Voilà. fois, Il ouais. y a de la jeunesse qui arrive, ça ne fait pas tout, mais c'est quand même porteur d'espoir. C'est le vrai motif d'espoir auquel peuvent se raccrocher les supporters de la SM. En tout cas, il est là, et peut-être plus encore que dans le recrutement, à mon sens. Juste pour finir sur Clermont, est-ce que Jono Gibbs est en danger, Nicolas, ou pas? Il a un contrat qui va jusqu'en 2024. Un départ serait très onéreux. Ah bah, en cas d'accident industriel, nul coach n'est pas en danger. Oui. Évidemment, après, je pense que le président est quand même conscient que j'espère qu'il était conscient que ce serait une année compliquée parce que l'effectif, il n'est pas large, hein, clairement, ce qui oblige justement à faire appel à ces jeunes de manière très régulière. Euh, à l'instant T, honnêtement, je ne crois pas. Voilà, il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'il y ait davantage de conséquences, à mon sens, du coup. Après, ce qui se pose un peu pour John O'Gill, c'est un peu ce qui se pose aussi pour les coachs à Toulon. C'est-à-dire que Oui. c'est des coachs qui avaient un effectif qui était déjà bâti, avec des joueurs qu'ils n'avaient pas forcément choisis, avec des équilibres dans l'équipe qui n'étaient pas forcément ceux qu'ils auraient aimés. Et c'est vrai que, bon, pour avoir discuté un peu avec Franck Azema et Pierre Mignoni une fois, il disait il faut entre guillemets 2 ans pour avoir une équipe qui ressemble à ce que vous voulez. Et Ouais. ce que Jono Gibbs, c'est pour ça que ce que disait Zanar, il a raison sur cette jeunesse qui est en train de monter en puissance, ce recrutement qui est pour le coup choisi. Je pense que si Jono Gibbs est encore aux manettes de l'ASM cet été, il pourra vraiment travailler avec un effectif qu'il a pensé. Ouais. Et là, pour le coup, ce sera pleinement sa responsabilité qui sera engagée. Là, c'est vrai qu'il a encore voilà, il a une fin de cycle à gérer, la fin du cycle à Zema, parce que ça prend du Oui. temps, hein, des joueurs qui signent des contrats de 3, 4 ans, en plus, C'est un gros cycle en plus. Ouais, Clermont qui quasiment. avait fini qui avait eu un titre il y a encore pas si longtemps, donc on sait que les clubs ont tendance à prolonger un peu Ouais. tout le monde dans ces moments-là. Voilà, il faut arriver à faire à cette transition. Ça prend du temps. Les supporters ne sont pas patients, donc ils sont pas contents. C'est assez comparable au final avec la situation du Stade Toulousain à Oui, l'arrivée du ou Momola la aussi. 2015, ouais. situation du Bien, voilà, qui s'est Gomola à relancé Toulouse sur qui de est la très court. jeunesse, sur voilà. Il Exactement. reste plus à Clermont qu'à faire un gros coup comme a pu le faire Toulouse avec Antoine Dupont. Ça repartira. Voilà, faut le Voilà. faire, c'est tout. Et c'est ça le plus dur. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Jaunards, bien évidemment, qui sont donc 10e du top 14 après 15 journées. Voilà, donc avec 6 points sur la 13e place et on verra ce soir, mais sûrement autant sur la 6e place. Voilà, on passe à vos thématiques suivantes. On va enchaîner avec les coups de cœur, coups de gueule, etc. On va commencer avec ton coup de cœur, Vincent, et c'est pour le retour en forme de Enzo Hervé.
Ouais, Nicolas on avait brillamment parlé dans Middle lundi dernier, parce que Enzo Hervé avait réalisé l'exploit C'est passé trop inaperçu à mon goût, Ouais. ce de truc-là. signer un full house Ouais. en étant finisseur. Donc en 20 minutes, voilà, un essai, une transfo, un drop, une pénalité. Et l'affaire était pliée pour le CAB. Et voilà, donc coup de cœur pour Enzo Hervé, pour deux choses. Déjà, pour son retour en forme. C'est un joueur qui a du talent, qui avait eu une réussite un peu insolente à l'époque du Covid, hein. Je suivais Mhm. régulièrement Brive. À Ouais. l'époque, il était tourné à 95% au pied. Il avait fait gagner son équipe plein de fois avec des coups de pied en coin. Et on l'avait vu beau, on lui avait promis beaucoup de choses à ce moment-là. Il a eu une vraie période de moins bien. Et là, il a retrouvé la confiance. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment besoin d'être en confiance pour réussir. Donc, coup de chapeau pour son retour en forme et encore plus coup de chapeau pour sa franchise. Il en avait déjà parlé donc, dans Midi Olympique lundi dernier. Hier, il est passé en conférence de presse et j'ai beaucoup aimé sa lucidité vis-à-vis de lui-même, son honnêteté. Il a clairement dit qu'il s'était reposé un peu sur ses lauriers, en étant un peu seul au poste, en ayant un peu tout qui lui sourit. Il a clairement dit, ce que peu de gens disent, c'est qu'il avait été un peu piqué, vexé du recrutement de Sanchez? Nicolas Sanchez. Ouais. Voilà, il a parlé de sa première confrontation avec Patrice Colazo. Voilà, j'ai trouvé plein de lucidité à ce niveau-là et coup de chapeau pour tout ça. Voilà, c'est bien de voir un jeune voilà, qui a su un peu batailler pour revenir et voilà, et qui retrouve la lumière et la confiance. C'est chouette. Et qui fait preuve d'une sacrée honnêteté en nous dévoilant tout Ouais, ça et beaucoup de franchise. Et c'est donc tout à son honneur. On va passer exactement. à ton coup d'épée dans l'eau, Nico. L'épée C'est dans c'est- l'eau, bah oui. c'est pour Bah, Jack pour parler McIntyre qui aurait pu avoir une belle histoire hier à Clermont. Ouais, bah, c'est pour parler du match où j'étais forcément, parce Oui. que les autres nécessairement je les ai pas vus. J'aurais pu te parler de Lucas Bachelier et Brad Cheese, les 3e lignes de l'USAP qui ont livré un match titanesque qui aurait mérité bien mieux. Mhm. Mais je vais forcément parler de McIntyre parce qu'il réalisait son retour sur cette pelouse du Michelin où ça s'était pas très bien passé pour lui lors de son passage à Clermont. Il avait volontairement écourté son séjour en Auvergne pour rentrer en Australie parce qu'il avait très peu de temps de jeu derrière Camille Lopez. C'était un match qui était lourd de sens, certainement pour lui. Et pendant 75 minutes, à l'image de son équipe, il a livré vraiment une super partie. Il trouve un 50-22, même un 22-22 à un moment Ah donné dans oui, les il est complètement circonstances fou. Oui. Incroyable. incroyables. Il est décisif sur l'essai compensé de la gagne de Tisley où il exécute Bézi sur un crochet intérieur. Il joue super bien. Il fait un 100% au pied. Enfin, Ouais. il donnait vraiment l'impression d'être le héros du jour côté catalan, quoi. C'était lourd de sens. Et puis, il passe du héros à zéro pratiquement avec cette première action à la fin où il est un peu à la bourre sur le coup de pied à suivre de Tibérien, il est obligé d'attendre le rebond et puis le rebond lui sourit pas du tout. Là, c'est vraiment Ouais. pas de chance, mais ça Ouais. lui tombe dessus, quoi. Il est Ça vraiment lui tombe capricieux ce dessus. rebond-là. Ouais. Ah ouais, 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 c'est terrible pour lui. Et Ouais. juste derrière, donc les Perpignanais sont à 4 points au score. Ils se disent qu'il y a quand même moyen d'aller chercher la victoire dans les arrêts de jeu ou presque. Il lance cette contre-attaque et là, il est parfaitement lu par Delgui qui Regardez lui. l'intercepte. Voilà, Perpignan perd tout en 5 minutes sur 2 actions où il est dans le coup. Il est malheureusement le symbole de cette défaite-là et c'est super cruel pour ce garçon vraiment qui. Mais voilà, à l'image de l'USAP, en ce moment, ça ne veut pas réussir. Il faut qu'il s'accroche, parce que on l'oublie un petit peu, mais ils reçoivent le Stade français la semaine prochaine pendant que Brive ira à Bayonne. Ça va être difficile. Et juste derrière, il y a un Brive-Perpignan. Donc, s'ils ont moyen de revenir à quelques points de Brive avant ce match-là, il vaudra très cher. Voilà, ils Ouais. s'accrochent à ça, cet espoir-là. La Coupe d'Europe, clairement, je pense qu'ils vont la bazarder Oui. parce que ils ont Parce autre qu'il le chose à faut. penser. Ouais. Et puis voilà, donc le prochain mois va être crucial pour l'USAP, quoi. Clairement. Clairement. Le 4 février, ce match décisif hein, entre Brive et Perpignan. Et tu parlais donc de McIntyre et histoire complètement inverse donc pour Delgui, qui lui aussi joue contre son ancien club Ouais, et qui et qui a lui, pour marqué le 2 coup, essais en 2 oppositions face à Ouais, Perpignan. qui aura bien. et qui lui, pour le coup, a réalisé un mauvais match pendant 75 minutes et Ouais. qui voilà, est à l'origine de la contre-attaque de l'essai et marque l'interception de la gagne. Donc Toujours se méfier de voilà. Que Delgui. McIntyre lui a passé son fluide pour les dernières minutes, je sais pas, mais C'est ça, voilà, c'est dingue exactement. le match de rugby. Ils, Ça se joue tellement à rien.
Ils sont inversés à vapeur l'un et l'autre. Voilà, pour finir avec les coups, donc, et les petites histoires de ce week-end de rugby qu'on ne voit pas forcément à la télévision. Voilà donc, messieurs, pour vos coups. On conclut l'émission comme toujours avec le prono. Dernier match de cette 15e journée. Ce soir, le champion de France en titre, Montpellier, reçoit le Racing. On va commencer à parler de Montpellier, Vincent. Qu'est-ce que tu penses de la dynamique des Montpelliérains, corrigée la semaine dernière à Bordeaux, mais bon, ça arrivera à d'autres. Il reste Ouais. favori quand même ce soir. Bah, Montpellier, voilà, comme tant d'équipes en top 14 qui enchaînent à la coup de force, coup de gueule, coup de mou. C'est comme beaucoup d'équipes, hein. On parlait de Lyon, on parlait de Pau, on parlait de Toulon, Clermont. Il y a énormément d'équipes qui sont sur ces dynamiques un petit peu, sur cette dynamique de montagne russe. Montpellier, voilà, qui avait pris quand même une bonne claque à Bordeaux. Voilà, je m'attends, en plus, tu l'annonceras à l'équipe, mais il y a quand même une équipe très costaud sur le papier. On peut s'attendre à une réaction d'orgueil de Montpellier, hein. Je pense que c'est presque obligatoire. Voilà, donc mon prono, il ira simplement en faveur de Montpellier aujourd'hui. Avant la rencontre à Montpellier est 8e avec un point de retard sur le top 6, mais voilà, une victoire les replacerait à la place qu'elle est alors en ce moment dans le top 6. La composition, donc, comme tu disais, je vais vous l'annoncer rapidement. Côté Montpelliérain, on aurait une première ligne avec Forlieta, Pengamosa et Gamozitele, une seconde ligne Camara Vigemse, une troisième ligne Tolaine, Mercer et Béconnier, une charnière Reina Carbonel. Au centre, on aura Serfontaine et Darmon, Ozel, Ratez et Tisseron, et Bouty à l'arrière. Voilà, il y a de quoi faire. Côté Racing Men également, hein, c'est les montagnes russes, Nicolas. Ouais. Ils avaient enchaîné, je crois, 5 victoires d'affilée avant la Coupe d'Europe. Et puis, on le rappelle régulièrement, mais cette grosse défaite face au Leinster au Havre. Et puis, cette grosse défaite encore à domicile face au Stade Français. Avant un match nul la semaine dernière à Castres, qui a C'est ce que j'allais te dire. C'est assez C'est fou. ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais. Et moi, je crois en les chances du Racing à Montpellier parce que je pense qu'ils y croient aussi très fort parce que tu parleras de la composition d'équipe plus tard, mais ils ne font clairement pas l'impasse là-bas. Ils ne font clairement pas l'impasse et historiquement, le Racing, c'est quand même une équipe qui réussit plutôt bien contre Montpellier. Qui a le jeu pour embêter cette équipe plus monolithique de Montpellier. Le Racing, on les connaît, c'est une équipe qui apporte pas mal de mouvements, qui est capable de mettre beaucoup de vitesse dans ses intentions. On se rappelle qu'au match aller, même si Montpellier était revenu à la fin, le Racing avait fait le trou quand même assez facilement, jusqu'à compter 22 points d'avance, quelque chose comme ça, très très rapidement. Donc, si j'étais parieur, je mettrais quand même une petite pièce pour le Racing, parce que dans un match qui s'annonce serré, je pense qu'ils ont les qualités, le banc pour tenir le bras de fer jusqu'au bout. Ils ont besoin de certitude après cette claque à la maison. Ils sont allés chercher le nul à Castres, c'était déjà très bien. Ça avait peut-être un petit goût d'inachevé. Et aller gagner chez le champion, je pense que c'est un challenge qui peuvent se fixer. Parce qu'on l'oublie trop souvent, hein, mais ils sont quand même très bien classés, le Racing encore. Oui. Et ils 5e avec un match de moins, revenir donc ce talonner dimanche matin. le Stade Français très rapidement, quoi. Très rapidement s'ils l'emportent. Donc, pour se rassurer avant la Coupe d'Europe, ça pourrait être pas trop mal d'aller se tester et de faire un très gros résultat. Je crois en leur chance, voilà, sincèrement. Il y a eu 38-31 au match aller, un festival offensif à l'Arena. On n'aura peut-être pas ça ce dimanche soir, hein, un match un peu plus hivernal. On a un mois de janvier quand même clément, les Oui, c'est vrai. conditions ne devraient pas être trop mauvaises. Je pense vraiment que ça peut le faire pour eux. Voilà. S'ils tiennent le coup devant, évidemment, hein, c'est l'éternelle interrogation concernant le Racing. La compo du Racing, donc, qui fait pas l'impasse, hein, comme tu disais, avec une première ligne Gojigashvili, Cha et Niakane, le Sud-Africain, une deuxième ligne avec Cameron Woki et Boris Palu, Wenceslas Skoré, Max Bodon et Ibrahim Diallo en troisième ligne. Il y a de quoi faire aussi. Et la charnière, Le Garec, Gibert. Au centre, Chavancy et Francis Saïli, la recrue. Aux ailes, Imhoff, Taufi Fenois et Wari Guéant à l'arrière. Voilà donc pour ce match de dimanche soir, un match donc équilibré comme vous le dites, hein, avec des pronos partagés. Merci beaucoup messieurs. Avec grand plaisir. Et bon dimanche à tous avec Midi Olympique et Rugby Rama. Au revoir. Bon dimanche.